Bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous sommes bien sur Horus, un petit changement de décor aujourd'hui pour cette émission, car j'ai le grand plaisir d'accueillir une personne. On s'est rendu compte qu'on habitait dans le même département, donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas faire une émission en face à face, comme on dit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, je dirais, un médium hors du commun. C'est Christian Congois. Bonjour Christian, comment vas-tu ? Bonjour Jérôme, ça va. Bon, on se rencontre enfin. Enfin, on a loupé quelques occasions de se rencontrer, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Moi, je suis vraiment très content de t'accueillir sur Horus, parce que je voulais justement, on en avait discuté ensemble, hein, moi je conçois que nous vivons dans une espèce de simulateur quantique, une espèce de matrice. Oui. Et on le sait aujourd'hui, il y a des personnes qu'on nomme des médiums qui sont capables de prendre contact avec ceux qui sont en dehors de cette matrice, soit des défunts, des personnes qui ont vécu sur Terre et qui sont partis, ou d'autres personnes qui n'ont peut-être pas expérimenté encore dans cette matrice. Alors, comme on en avait discuté ensemble, il y a le côté médiumnité, où si vous allez voir un médium, il va prendre contact avec une personne chère que vous avez perdue. Et donc toi, c'est un petit peu comme ça que tu t'es intéressé à la médiumnité au départ. Oui. Je crois que tu as travaillé avec le pendule, c'est ça ? Tout au début ? Non, tout au début, je n'ai fait que lire des livres. D'accord. Moi, j'ai lu des livres depuis la fin de l'adolescence jusqu'à la quarantaine. J'étais passionné par tout ce qui est mystérieux. Que ce soit les ovnis, les constructions des pyramides, la médiumnité, tout ce qui était mystérieux m'intéressait. Donc j'ai avalé des livres tout en faisant mon boulot et ma vie de famille normale, quoi. Et à 40 ans, effectivement, je suis tombé sur un petit livre qui disait le magnétisme, tout le monde en a, il suffit d'essayer, vous verrez. Donc j'avais acheté le livre, c'est un petit ABC du magnétisme à la FNAC. Et l'auteur donnait des exercices à faire chez soi, tranquille, sans matériel et tout. Je les ai faits et aux surprises, avec moi, ça fonctionnait. Et au bout d'un moment, à la fin de son livre, le type mettait « Si vous avez du magnétisme, vous pouvez utiliser un pendule ». Le pendule, je ne savais pas trop ce que c'était, mais ça c'est pareil aussi, je suis bricoleur, donc j'ai pris un bout de ficelle, un écrou, je ne sais plus si c'est l'écrou ou le boulon, oui, un écrou, c'est là où il y a le trou, d'accord. Et j'ai attaché ça sur la ficelle et j'avais mon premier pendule. Bon. Et j'ai bricolé comme ça, par curiosité, quoi, je veux dire, on me disait que le pendule, il pouvait aider à trouver de l'eau. Bon, oui. Alors j'avais demandé à mes gosses, qui étaient petites à l'époque, tiens, prenez une bouteille d'eau et allez la cacher dans la salle. Bon. Et puis après, moi je venais dans la salle et je demandais au pendule où se trouvait la bouteille d'eau. Bon, et bizarrement, je la trouvais en 2 fois. Parce que le pendule me donnait un angle, après il me donnait un autre angle coupé. Ben, à la coupure, je trouvais la bouteille d'eau. J'étais pas plus épaté que ça, mais ça a éveillé encore plus ma curiosité, quoi. On était un petit peu ce qu'on appelle les sourciers en fait. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'étais déjà dans ma maison, j'avais un jardin, mais bon, en Normandie, on n'a pas trop besoin de chercher un puits, l'eau elle tombe. Donc ça allait, c'est pas ça qui m'intéressait. Et là, d'un seul coup, me sont revenues toutes mes lectures. Donc je veux dire, beaucoup de gens qui contactaient leur père décédé, leur maman décédée, leur fils parti, etc. Et moi, je venais de perdre mon père moins de 2 ans avant. Et là, je me suis dit, pourquoi eux, pourquoi pas moi ? C'est venu comme ça, quoi, un test. Donc j'ai dit, je vais essayer avec le pendule. Alors le pendule, l'embêtant, c'est qu'il dit que oui ou non. Oui. Au départ, oui ou non. Donc on pose des questions, moi j'ai posé bêtement dans ma tête, quoi. Je me suis adressé à mon père, je dis, papa, es-tu là ? Est-ce que tu me vois ? Est-ce que tu m'entends ? Etc. Je pose le pendule me fait un beau oui. Pas David Bowie, un beau oui. Et bon, et j'ai posé comme ça 2-3 questions auxquelles j'ai eu réponse, oui ou non. Mais bon, je garde quand même les pieds sur terre et je me disais, bon, je sais pas qui me répond. Est-ce que c'est vraiment mon père ? Est-ce que c'est moi-même qui, je sais pas, qui... Oui, mon inconscient, mon subconscient, je sais pas. Qui induit la réponse. Voilà. Et c'est pas très concluant, non. Mais comme je marche à l'intuition, je cherchais une méthode plus concluante.
Et mon intuition, c'est comme c'est une petite voix qui souffle d'un seul coup une phrase ou un mot. Là, c'était un mot. Je reçois alphabet. Je dis pourquoi ça me parle d'alphabet. Et 2 minutes après, je reçois une indication, c'est cercle. Alphabet, cercle. Et puis ça m'est venu, j'ai dit effectivement un pendule ça tourne. Si je mets l'alphabet sur un cercle, peut-être je pourrais demander au pendule de me montrer des lettres. Comme les séances de spiritisme, oui, c'est l'alphabet. C'est un Ouija personnel, mais en rond. Voilà. En gros, c'était ça. Bon, j'ai dit pourquoi pas. Alors à l'époque, j'avais pas internet ni rien, j'avais 40 ans. Hein. Là, je suis plus proche de 70. Et il n'y avait pas internet ni rien, donc il a fallu que je ressorte compas, rapporteur, etc. Hein, pour faire un cercle. Faire un beau cercle, et puis. Voilà, et mettre les nombres et les lettres, toutes les lettres de l'alphabet dans ce cercle. Et la première fois que je l'ai pris, je l'ai posé devant moi, ce petit cercle. J'ai mis le pendule donc devant, au-dessus et au centre. Et j'ai posé la même question à mon père, papa, es-tu là, etc. Donc là, le pendule, au lieu de tourner, il a oscillé pour me montrer une lettre, puis une autre. Alors c'était long au début. J'avais pris un papier, un stylo, et je notais au fur et à mesure, lettre par lettre, ce que je recevais. Et au bout de quelques minutes, j'avais 4 mots. Bonjour mon grand papa. Voilà. Bon, donc c'est concluant pour personne, mais moi ça m'avait foutu un coup d'émotion, parce que la dernière fois que mon père, j'avais entendu sa voix, il était mort le lendemain, il avait conclu en me disant adieu mon grand. Ah oui, donc c'était quelque chose. Le mon grand qui revenait alors que je ne suis pas le grand. Je suis le cadet. On est 3 garçons, je suis le cadet et il ne m'avait jamais appelé mon grand toute sa vie. Hein. Donc c'était comme un code entre nous. Donc c'était assez fort pour moi. Après, ce qui est marrant, c'est que les coïncidences, je veux dire, quand je parle de code, mon père était radio-militaire. Donc c'était qu'un code, il les mettait en morse, etc. Donc, et moi, je veux dire, j'ai dirigé un centre de transmission de la police nationale. Moi. D'accord. Donc je savais ce que c'était aussi que les radios, les codes radio, etc. Coïncidence. Mais une de plus, quoi. Donc ça a commencé comme ça, petit contact avec mon père. C'est comme tout, je veux dire, ça se travaille, plus on en fait, plus on gagne en vitesse, en précision. Oui. À force de manipuler, Voilà. Et au bout d'un moment, quand même, je vous dis, j'ai toujours les pieds sur terre, j'ai dit à mon père, écoute, je ne vais pas t'appeler tous les jours pour que tu me dises que ça va bien. Bon, c'est pas ça que je voulais non plus, je suis content, mais on se reverra. Mais et mon père il me dit, qu'est-ce que tu voudrais? J'ai dit, ce que je voudrais moi, c'est qu'on ait enfin la preuve que ça continue après. Parce que j'ai dit là, on a beau sortir, j'en lis plein des livres là-dessus, je veux dire, on n'avance pas, c'est comme les ovnis, que je veux dire, oui, on a l'impression de ne pas avancer sur le sujet. Voilà. Donc il faudrait peut-être nous aider, nous donner une preuve un peu plus scientifique de la survie de la conscience. Quoi. Là, j'avais reçu un message de mon père qui me disait, ce soir, je vais t'amener quelqu'un, écoute-le avec respect et attention, car il va t'initier à beaucoup de choses. Bon, d'accord. Il disait ce soir, parce que je travaillais à l'époque. Hein. Et le soir même, effectivement, une fois que mes gosses étaient couchés, ma femme était occupée à la salle de bain, j'ai pris le pendule, j'ai pris mon alphabet, etc. Et là, j'ai vu tout de suite, j'ai ressenti tout de suite que c'était plus la même personne. Le pendule bougeait beaucoup plus facilement, c'était plus fluide, plus rapide. Dans le mouvement du pendule. C'est pas moi qui avais changé apparemment. Voilà. Et là, effectivement, j'ai fait la connaissance avec ce que depuis j'appelle des guides. Je dis des parce que il y en a eu plusieurs. D'accord. Qui m'ont traité de la même chose, comme s'ils étaient spécialisés. Il y en a un, il venait chaque fois, c'était mathématiques, c'était lui. Et l'autre, il venait pour tout le reste. Et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des percepteurs privés, etc. Et en fin de compte, quand je dis aux jeunes qui s'étonnent de ma méthode de faire, je dis moi, en fin de compte, je dis quand vous envoyez un message à votre ami, un SMS à votre petit ami, vous lui écrivez bien lettre par lettre. Hein. Oui. Les lettres font des mots, vous lui envoyez un SMS, c'est ça. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir une ligne privilégiée, privée, avec un numéro caché,
un abonnement gratuit et SMS illimité. Illimité avec l'au-delà. Voilà, c'est l'impression que c'est comme ça que je peux l'expliquer le mieux, quoi. Donc je reçois des lettres, les lettres font des mots. Et la seule différence que j'ai vue après dans l'ancienneté, puisque maintenant ça fait presque 30 ans, moi, la seule différence que j'ai vue, c'est que c'est la vitesse de réception. Voilà. Avant, je regardais mes filles avec envie quand elles tapaient un SMS avec 2 pouces, etc. Moi, il me fallait 10 minutes. Bon, mais moi, maintenant, j'ai cette vitesse-là. C'est-à-dire, j'ai connu ça aussi sur des expériences avec le Ouija, avec des amis. C'est-à-dire, on reçoit 3 lettres d'un mot, mettons BON, on dit bonjour. Et ça nous dit oui, on a gagné 4 lettres. Quoi, voilà, pour aller plus vite. Quoi. Et moi je reçois comme ça maintenant, mais je suis même convaincu que je dois recevoir dans la tête. Et moi le pendule et l'alphabet, c'est comme un filtre, quoi, je veux dire, qui me rassure et qui me certifie que c'est bien ça. Quoi. Parce que je ne veux pas, comme beaucoup de gens qui reçoivent des messages directement dans leur tête et qui au bout d'un moment justement ne contrôlent plus rien. Et commence à se dire, je suis envoûté. Oui, et puis il n'y a pas d'interrupteur pour dire que voilà. Ça s'arrête. Malheureusement, moi je contrôle. Si je prends pas le pendule et l'alphabet, je reçois pas. La connexion, voilà. Tu as mis le téléphone en mode avion. Voilà, je connecte quand je veux. C'est ça. Mais en plus, ce qui est pratique avec ce fameux cercle que tu t'étais fabriqué, c'est vrai que lorsqu'on inscrit les 26 lettres de l'alphabet et les 10 nombres, on est sur 36 caractères. Donc, pour 360 degrés. C'est pratique. C'est pratique, avec mon petit rapporteur. À croire que ça a été 10 degrés. À croire que ça a été fait exprès. Bah oui, ça marche avec le français, ça marche pas avec toutes les langues. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que pour en revenir avec cet alphabet et ce cercle, je ne sais pas si tu avais eu connaissance de ça, on retrouve pi dans l'alphabet. Si on prend toutes les lettres symétriques. Ah, non, je suis là, non, je connaissais pas. Bon, alors j'incrusterai en image ce fameux pi que l'on retrouve dans l'alphabet avec ses lettres symétriques et asymétriques, tu vas voir, c'est assez intéressant. C'est un beau 3, 14, 16 en plus. Hein. Voilà. Ok, donc c'est pas mal. Je l'incrusterai. Alors du coup, moi ce que je trouve vraiment intéressant dans ta démarche, c'est comme tu l'expliques, tu as voulu des preuves. Ouais. Et on t'a donné des preuves. Eh bien, ils ont surtout commencé à me dire, tu as demandé quelque chose de difficile, tu auras une mission difficile. Oui, parce que tu m'ont prévenu d'avant. Tu m'expliquais à la base, tu as plutôt une formation littéraire, on va dire. Ouais, moi, c'est français, philo, latin, grec ancien. Voilà, tu n'es pas du tout versé dans les mathématiques, les sciences, la physique, etc. Donc, et justement, les preuves que t'ont apporté ces guides, c'est surtout des preuves scientifiques. Bah, ils m'ont surtout effectivement donné des données, et notamment des rapports mathématiques. Mais mon problème, effectivement, c'est que je ne sais pas quoi en fiche. Ah oui. Mais ils sont là. Alors, justement, tu as écrit plusieurs livres. Bon, je vais en citer que quelques-uns. Communiquer avec vos proches disparus, Le pendule, un fil de l'âme, justement, où tu expliques cette pratique avec le pendule. Le dernier livre que tu as écrit, c'est Délivrons-nous de nos peurs. Oui. Et puis, surtout, ce livre que je vous conseille à tous, Hommes et anges noués, dans lequel justement tu as mis à plat tout ce que tu avais reçu et découvert. Pas tout. Tu as gardé quelques. Oui, j'ai gardé quelques billes. Quelques billes. Mais moi j'ai trouvé il y a des choses. Ça m'a bluffé, on va dire. Alors, il faut savoir, je le dis dans le livre, hein, Hommes et anges noués, c'est pas mon titre, c'est le leur. Et ils me l'ont donné d'une manière bizarre. Ils m'ont dit un jour, note ce titre, H-A-N. Ils m'ont donné 3 lettres. An, comme le an du bûcheron. D'accord. Et il me disait, il te sera expliqué le moment venu. Bon. Et 3 mois après, j'avais reçu, je t'explique le titre de ton livre, c'est Hommes et anges noués. Il est l'expression de nos rapports. Il y a le mot rapport. Mais après, moi, j'ai travaillé que sur des rapports mathématiques, c'est ça qui est bizarre. Mais H-A-N, c'est les lettres essentielles qui désignent le triangle de base de ma pyramide d'études. D'accord. H pour la hauteur, A pour l'arête, N pour la base. D'accord. Et c'est bizarre, c'est pour dire que l'homme et l'ange sont noués, effectivement on peut le voir dans un triangle. D'accord.
c'est bizarre, c'est parti, même le titre est parti d'eux, quoi. Oui, donc ils t'ont vraiment soufflé Ouais. plein de choses jusqu'au titre. Moi justement j'avais repris une petite explication que tu avais donnée dans ce livre. J'en profite pour remercier Antoine de nous accueillir dans ses studios. Et dans le dernier Génération de Cité d'Or, l'avant-dernier, pardon, le numéro 7, justement, j'avais écrit un article sur Jésus, le Fils du Soleil. Et j'avais repris, je t'avais demandé l'autorisation d'ailleurs de te citer dans mon article par rapport... parce que c'est là où c'est étonnant, c'est que tes guides, un jour, t'ont un petit peu soufflé, on va dire à l'oreille, d'aller voir dans la Bible. Ah oui, carrément. Au début, avant de parler d'autre chose de mathématiques, ils m'ont fait des recherches mathématiques dans la Bible. Alors, recherche mathématique dans la Bible, ça La Bible, je connaissais, bon. Comme tout le monde, mais... plus que tout le monde, parce que depuis, j'en parle dans mon dernier livre, il y a effectivement... la majorité des gens, notamment en France, qui ne savent même pas définir ce que c'est la Bible. Parce qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Apocalypse, la majorité des gens ne l'ont pas lu. D'accord. Et là, moi, je l'avais lu plusieurs fois. Et c'est quand même pas amusant à lire. Non, c'est pas un roman d'Agatha Christie. C'est ça, on n'est pas tenu en haleine. Mais là, c'était particulier. Il me disait, fais des recherches mathématiques dans la Bible. Alors, j'ai repris une Bible. Que je dis une Bible, j'en ai trois. Il y a différentes versions. Le seul truc, justement, qui est commun, c'est mathématiques. C'est les versets et les chapitres. Oui, ça, ils n'y ont pas touché dans l'iota. Ils n'ont pas touché. Mais enfin, ça date quand même que du XVe siècle. Ça date pas de Jésus. Les chapitres et les versets. Et donc je suis parti avec une calculatrice à la main et une Bible dans l'autre. Et là, je la lisais vraiment en travers, parce que je cherchais juste quand apparaissait un nombre. Un nombre. Voilà. Bon, s'il apparaissait un nombre, enfin un chiffre entre 0 et 9, c'était pas très parlant, etc. Donc là où j'en ai trouvé le plus, c'est dans l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Comme par hasard, l'Apocalypse, ça veut dire la révélation, non pas la catastrophe. Oui. C'est une révélation de quelque chose. C'est même un apocalypsos, c'est au sujet des choses cachées. C'est ça. Ou au-delà des choses cachées. C'est ça. Donc ça cache quelque chose. Et j'avais été surpris dans ce petit texte de l'Apocalypse, parce que Jean, à qui on l'attribue, dit au moins 5 ou 6 fois que celui qui a des oreilles entende. Il donne des choses et il dit que celui qui a des oreilles entende. Il ne parle pas d'entendre, il parle d'entendre dans le sens comprenne. Il dit bien qu'il y a des choses à comprendre dans ce qu'il dit. Et il le dit notamment pour le fameux nombre soi-disant de la bête, le 666, où il dit carrément, là c'est carrément écrit que celui qui a de l'intelligence calcule ce nombre. Et en plus il donne la réponse derrière. Ouais. C'est comme quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Voilà, et c'est le 666. Voilà. Alors là ça m'intéressait, parce que là j'avais un nombre, d'accord. Et quelques pages avant, il y en avait un autre, c'était 144, qui désigne la nouvelle Jérusalem. Oui. Il n'y a plus de Jérusalem, et il y en a une nouvelle céleste. Bon. Et il y a 144 qui apparaît. Bon. Et moi, comme mes guides m'avaient dit, fais des recherches dans la Bible, ils m'avaient dit, utilise la trigonométrie. Alors je ne vous dis pas, la trigonométrie... Quand on n'est pas matheux. Quand on n'est pas matheux, ça paraît complexe au départ. Mais donc j'ai vu quand même que la trigonométrie, j'ai cherché, je ne voulais pas rester bête tout le temps, j'ai vu que c'était l'utilisation des sinus, cosinus, tangentes dans un triangle pour calculer les angles ou les longueurs des triangles, des segments du triangle de ces angles. Et donc j'ai vu que sur ma calculatrice du collège, les autres je ne sais pas les utiliser, c'est trop complexe pour moi, j'ai vu qu'il y avait ces fameuses touches sinus, cosinus, tangentes. Donc j'ai dit, je vais essayer de m'en servir. Alors, pareil, c'est à l'intuition, j'aurais pu passer 10 fois, 100 fois à côté. Je reprends ces 144 et ce 666, et je tape 144 et 666 si c'était des degrés. On peut avoir un angle de 144, on peut avoir un angle de 666 sur une spirale, parce que passer 360 on continue. D'accord. Alors j'ai dit qu'est-ce que ça donnerait. Alors 144, j'ai appuyé sur cosinus et ça m'a donné une valeur 0,809 quelque chose. Bon. Tu as mis ça dans un petit coin. J'ai mis ça dans un petit coin et tout de suite après j'ai passé 666 et là au lieu d'appuyer cosinus j'ai appuyé sinus. Et là aux surprises ça me donne le même nombre, 0,809 quelque chose. Bon, bizarre.
Alors je les ai additionnés, les deux, et là, aux surprises, je trouve le nombre d'or. 1,618. 1,618, 0, enfin, le vrai nombre d'or. Le vrai nombre d'or. Voilà, 1 plus racine de 5 sur 2. Et ça, tu es bien le premier à découvrir qu'on peut déduire le nombre d'or de ces deux chiffres-là. De ces deux chiffres-là. Voilà. Qui sont dans la Bible, dans l'Apocalypse. Voilà. C'est le plus troublant. Et ce qui m'avait surpris, c'est que j'avais déjà trouvé pi avec une précision de 6 chiffres après la virgule. Donc tu évoques dans l'article. Dans l'article, justement. Avec et là, c'était tiré de la pêche miraculeuse. Dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, l'évangile de Jean, Apocalypse de Jean. Bon, ça devait être le spécialiste. Jean, lui, c'était le matheux de la bande. Le matheux de la bande, faut croire. Ouais, donc quand même, trouver deux constantes mathématiques célèbres, c'est-à-dire pi et le nombre d'or, en peu de temps, hein, parce que ça m'est arrivé, ça en 48 heures. Hein. Oui, et en plus, lorsque tu as tracé ce fameux triangle, cette étoile de David, on va dire, le saut de Salomon, et lorsqu'on additionne justement 3 par 3, on retrouve ce 666. On retrouve 666 partout. Donc ça nous renvoie à ce 666 de l'Apocalypse. Donc je pense que là, tu t'es dit, je suis sur la bonne direction. Voilà, je me suis dit, il ne me raconte pas que des bêtises, il y a quelque chose à trouver, quoi. À trouver. Il y a quelque chose à trouver. Et comme ça, j'ai continué, par exemple, il y a, dans le même texte de l'Apocalypse, il parle de durée, hein, il parle de 42 mois, de 30 jours, et il dit, ça fait 1260 jours. Mais moi, pour moi, il y avait quelque chose qui clochait en disant ça, parce que la Bible, au moment où elle a été écrite, enfin, ces éléments-là, au moment où ils ont été écrits, les Romains occupaient la Palestine déjà depuis plus d'un siècle, et donc le calendrier romain s'appliquait là-bas, et c'était déjà des années de 365 jours auxquels on rajoutait un quart chaque fois. Mm-hmm. Et donc 42 mois, ça faisait au moins 1278 jours, mais pas 1260. Il en manque. Alors je me suis dit, je ne pense pas que l'erreur soit... Oui. Je ne pense pas que ce soit une erreur. C'est volontaire. Mm-hmm. Donc je me dis, c'est peut-être pas des durées, c'est peut-être autre chose. Donc je suis revenu à la trigonométrie, je suis revenu au degré. Et quand vous faites sur un cercle des portions de 30 degrés, vous pouvez en mettre 12. Mm-hmm. C'est l'équivalent, ça vous renvoie à la coudée, mm-hmm. Sacrée aussi. Il y a plein de choses comme ça qui renvoient. Par exemple, dans la Bible, ils disent que l'ange, pour mesurer, il utilise une canne de 6 coudées. Comme par hasard, on sait aujourd'hui que 6 coudées, ça fait pi. Ça fait pi, tout à fait. Alors, de temps en temps, ils mesurent des trucs ronds aussi, donc les colonnes. Et là, il n'utilise plus une canne, bien sûr, puisque c'est rond, il utilise une corde. Et cette corde, elle fait 12 coudées. Mm-hmm. On sait bien qu'un cercle, ça fait 2 pi. Mm-hmm. J'ai dit, ouais, tout renvoie à ça quand même. Et donc là, je ne suis plus dans le religieux, je suis dans le matheux, je suis dans Alors, selon toi, justement, comment toutes ces données ont pu être codées dans la Bible? C'était au bout de toutes ces années de recherche. Selon toi, quel était l'intérêt justement de coder tout ça dans la Bible? Parce que bon, c'est pas du tout tiré par les cheveux, hein, ce que tu nous expliques. C'est scientifiquement, je veux dire, ça match complètement. Mais quel était le but de ceux qui ont écrit la Bible d'intégrer tout ça à l'intérieur? Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas qui a écrit la Bible. Oui. Mm-hmm. Oui, en plus ça a été des remaniements de textes sur des siècles et des siècles. Donc, mais par contre, toutes les religions étaient basées sur du symbolisme, en fin de compte. Et beaucoup renvoyaient au mouvement de la Lune et au mouvement du Soleil, aux équinoxes, au calcul des éclipses, etc. Par exemple, quand on revient à la coudée, qui est bien avant l'égyptienne, c'est quand même 3000 ans minimum avant la Bible, quoi, ou 2500 ans avant la Bible, ils utilisaient une coudée qui mesurait 28 doigts. Oui, ça, je voulais qu'on en parle justement. Et pour moi, ça renvoyait à la Lune. Je veux dire, quand on vous dit le sage montre à la Lune, il ne faut pas regarder le doigt. Moi, j'ai voulu regarder le doigt, justement, et ça m'a renvoyé à la Lune. Parce que la Lune, elle, son cycle, c'est 28 jours. 28 jours, d'accord. C'est ça. Donc, il y a 28 jours dans le cycle de la Lune, et il y a 28 doigts dans une coudée. D'accord. Je me suis aperçu, dernièrement, qu'il y a 28 grammes dans une once d'or.
C'est quand même un truc qu'on retrouve dans à plusieurs époques, quoi. Donc je reviens sur la Lune. La Lune, en fin de compte, c'est 4 phases de 7 jours. Par contre, dans la coudée, ils ont divisé la coudée en doigts, mais ils l'ont divisé également en palmes. Et c'était 7 palmes de 4 doigts. Donc on retrouve le 4 et le 7 et le 28, quoi, dans la coudée. Donc comme après on trouve un rapport entre la coudée et le mètre, pour moi la coudée symbolise la Lune et le mètre symboliserait la Terre. D'accord ? Et d'ailleurs j'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai vérifié sur Wikipédia, quand tu prends le diamètre de la Terre, le diamètre polaire de la Terre, et tu additionnes le diamètre polaire de la Lune, tu retombes sur 16 180 km. Surtout quand même le nombre d'or. J'en ai parlé dans une émission que j'ai fait sur Horus avec Eric Le Saint, justement. D'accord, voilà, c'est quand même encore des curiosités que j'avais pas, mais que on est plusieurs à trouver, chacun trouve des petits bouts. C'est ça, on a tous des pièces du puzzle. Moi, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un grand rapport dans la Grande Pyramide par rapport à la Terre et par rapport à la Lune. Oui, et donc pour en revenir à cette coudée royale qui a été utilisée pour bâtir la Grande Pyramide, c'était l'unité qui a été utilisée à l'époque, et ces fameux 28 doigts, lorsqu'on divise la coudée royale qui est de 52,36 mm par 28, on retourne sur 1,87 cm. Voilà. Donc comme c'est trop précis. C'est trop précis, parce que là on est vraiment sur des millimètres, sur des dixièmes de millimètres. Donc, personne à l'époque, et pas plus aujourd'hui, ne sait mesurer avec une règle, visuellement, 1,87 cm. C'est ça. Donc si nous on n'y arrive pas avec nos doubles décimètres, etc., eux ils y arrivaient sans doute encore moins à l'époque. Donc moi j'en déduis que 1,87 c'est trop précis pour être une mesure visuelle, donc ça doit être le résultat d'un calcul mathématique. Donc à partir de ça j'ai cherché quel calcul mathématique de base ça pouvait être. Du peu de relations que j'ai eues avec des matheux et des physiciens, des vrais, ils m'ont dit que ce qu'ils admiraient le plus, c'est un rapport mathématique pur. Ce qu'ils appellent un rapport mathématique pur, c'est mettons 3 plus 4 sur 5, et j'invente, égale 8. D'accord ? Pour eux, c'est des éléments très simples, etc. C'est pas compliqué, il n'y a pas de virgule, on tombe sur des super chiffres. Voilà. Alors moi, je me base sur l'intuition et non pas sur mes connaissances scientifiques. Mais depuis que je m'intéressais à la pyramide et à la Bible, je m'étais intéressé aux constantes mathématiques. Alors, les constantes mathématiques, il y en a 3 qui sont très célèbres. C'est pi, phi, le nombre d'or, et E, le nombre de l'air. C'est une constante mathématique qui sert encore aujourd'hui beaucoup, mais qui a été découverte qu'au XVIIe siècle. Et ce fameux nombre de l'air qui vaut 2,718. Voilà, il ressemble un peu au nombre d'or au carré, puisque le nombre d'or au carré c'est 2,618. Celui-là il commence par 2,718. Bon. Donc moi je tournais avec ces trois-là, parce que j'avais déjà trouvé des rapports entre eux étonnants. Et un jour je suis tombé dessus, cette formule pure, comme disaient les matheux. C'est-à-dire si je multiplie pi par le nombre d'or et que je le divise par E, constant E, je trouve 1,87 suivi de 3 zéros. Donc, je veux dire, suivi de 3 zéros, là, je veux dire, vu que c'était des centimètres, là, on est au dixième de micron. Là, d'accord. Donc, je dis coïncidence. Alors, elle aurait été la seule, je ne l'aurais même pas noté. Seulement, les rapports entre ces 3 constantes, je les trouve à plein d'endroits, dans la Grande Pyramide, dans la Moyenne Pyramide, dans les textes et les nombres de la Bible. Enfin, ça me revient sans arrêt, quoi. C'est les 3 constantes. C'est quand même étonnant. Oui, oui, parce que là, retomber sur ce 1,87, cette coudée royale divisée par 28, toujours en jonglant avec pi, phi et puis cette constante de l'air. Là, pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, tu voulais des preuves. Bon, je sais pas ce qu'il faut de plus pour. Maintenant des preuves, j'en ai eu, mais le problème, c'est que je sais toujours pas quoi en faire. C'est ça le problème. Donc j'essaye d'avoir des contacts
mes guides me disent que je vais avoir, ça fait longtemps qu'ils me disent, des contacts avec des scientifiques ouverts d'esprit. Ils disent même des scientifiques liés à eux, et qu'ils ne le savent même pas. D'accord. Ils doivent recevoir leur intuition. Leur intuition, mais pour eux, c'est leur imagination, enfin voilà. leur inspiration, on va dire. Et effectivement, ils m'ont fait rencontrer des scientifiques de haut niveau une fois qu'ils sont venus à la maison. Mais bon, ceux-là, ils sont partis en me traitant de gourou et en piquant ce que je leur avais donné. En plus. Voilà. Mais depuis, effectivement, j'en ai rencontré d'autres, quoi. Je veux dire, je suis en relation avec un physicien français très ouvert d'esprit et qui est un peu à la pointe en ce moment, mais discret. Et je ne veux pas l'ennuyer, donc il reste discret, c'est normal. Il travaille toujours. À la fin du mois, je suis invité par un chercheur CNRS aussi proche de la retraite, mais à Toulouse, pour faire une conférence sur les mêmes sujets. D'accord. C'est ça. Donc je sais qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent. J'ai rencontré un jeune matheux et physicien, pareil, de bon niveau, chez un copain, il y a 3 mois de ça, qui s'intéresse à tous ces trucs de l'au-delà, qui fait du Ouija avec nous, voilà, il a fait de la TCI avec nous, il a fait du Ouija avec nous. C'est un jeune, quoi. Il en veut et il nous demande. Il dit, demandez à vos guides de nous filer des billes, des preuves pour qu'on puisse chercher, quoi. Ouais. Donc je veux dire, les portes s'ouvrent en ce moment. Moi, ça m'a semblé long parce que j'ai passé d'abord 27 ans tout seul, pratiquement. Il n'y a que mon épouse qui connaissait ça et j'ai attendu d'être à la retraite pour sortir les bouquins, quoi. Et donc j'en parle en conférence, mais ces sujets-là, je les évoque pas trop en conférence parce que dès qu'on parle de maths ou de physique, beaucoup d'esprits se ferment. C'est un peu rébarbatif les maths. Voilà, c'est difficile. Malheureusement. J'ai vu qu'avec un tableau, à la rigueur, on peut les intéresser ou avec des images un peu plus. Oui, qui est en visuel, mais en conférence, c'est difficile. Oui, alors comme je te le disais, hein, pour moi, là, ils t'ont quand même donné des bonnes billes pour travailler, pour prouver cette survie de l'âme, on va dire. Alors, ils me disent qu'on peut, c'était le but au départ, hein. Le but c'est, on peut créer aujourd'hui des appareils, justement, ils disent qu'on a les connaissances suffisantes pour les voir et les entendre. Voilà, donc c'est ce qu'ils t'ont expliqué en fait. Donc c'est de la TCI, hein. Voilà, communication instrumentale, mais ils disent avec une méthode innovante. Oui, parce que la TCI classique, comme sur un écran de télé par exemple, ou même avec des enregistrements audio, on perçoit des phrases, parfois quelques mots, ou parfois sur un écran on peut percevoir un visage un peu trouble. C'est pas net, on va dire. C'est pas net. Alors que là, ils t'ont dit, il y a possibilité. Ouais, nous avons les images de qualité. On a aujourd'hui toutes les connaissances et le matériel entre nos mains pour pouvoir concevoir. Justement, il te parlait d'une caméra, justement. Il me parle de caméra, il me parle de filmer dans l'ultraviolet, et il me parle de filmer en noir et blanc, parce qu'il m'a dit, avec l'ultraviolet, tu peux pas regarder à la fois l'ultraviolet et les couleurs. Ah oui. Bon. Et en plus... Alors ils me disent, vous allez enregistrer quelque chose que vous ne voyez pas en fin de compte. Hein. Oui, c'est ça. Vous allez enregistrer avec les caméras ultraviolet des fréquences, des vibrations hyper rapides. Une fois enregistrés, vous les retraitez avec l'informatique par un fil pour les freiner et les ralentir. Et là, vous pourrez voir des images. C'est un petit peu le même principe on en parlait de la TCI, où justement certains utilisent des vieux magnétophones. Ils enregistrent. Ils enregistrent. Puis ils ralentissent et la ensuite, bande, il y a un pitch pour ralentir la bande, pour pouvoir justement, parce que ce qui a été enregistré sur la bande est beaucoup trop rapide ou beaucoup trop lent pour être audible. Il faut jouer sur la vitesse. Et là, ils te disent la même chose en fait. Il va falloir jouer. Mais là, ce que j'ai vu, parce que j'en connais beaucoup des gens qui font de la TCI, et quel courage, et quel travail, et quelle patience, parce que des fois ils font de la TCI, je veux dire, pendant 2 heures, ils écoutent une bande où il n'y a que 5 minutes d'audio pour rien trouver. Hein. C'est pas évident, ils sont courageux. Mais j'ai rencontré, moi ils me disent qu'il faut utiliser des caméras ultraviolettes. Ceux que j'ai rencontrés n'utilisent pas des caméras ultraviolettes. C'est difficile à trouver, je me suis renseigné, c'est cher. C'est cher. C'est cher. En plus, l'ultraviolet, c'est encore une gamme, mais assez grande d'ondes. Et le type qui vous demande, il vous dit, vous voulez quel ultraviolet? Parce qu'en plus, il y a plein d'ultraviolets. Voilà, il y en a plein. Parce qu'on vous la fera sur commande.
C'est pour ça que c'est cher en fait. Ah oui, alors en plus tu sais même pas, si tu tapes voilà. pas dans le bon ultraviolet, on va fabriquer une machine onéreuse qui ne servira à rien, quoi. Alors je connais un seul qui travaille avec l'ultraviolet, c'est sans doute le meilleur spécialiste européen de TCI qu'on a, Hans-Otto Koenig, qui est un Allemand qui est installé en Belgique. Je suis allé chez lui, et chez lui j'ai j'ai participé à une TCI audio chez lui. Et là j'étais, excusez-moi le mot, j'étais sur le cul parce que j'étais concerné en plus. On était 12, lui et sa femme et 12 invités, d'accord, des Allemands, des Belges et quelques Français. Coup de bol, des privilégiés. Il lance ses appareils d'enregistrement, on voit, il a des trucs de contrôle et tout. Là. Au bout d'un moment, on entend des trucs comme ça, une modulation de son. Là. Et puis d'un seul coup, il y a une voix vachement claire, comme si le mec il nous parlait au milieu de la pièce. On n'a pas de casque, on n'a rien, on est tous en direct. Et la voix, elle dit « Bonjour, nous essayons d'établir le contact avec Hans-Otto Koenig. » Bon, d'accord, je me suis... Et après, la voix, d'un seul coup, revient et disait « Voilà, le pont de contact est établi. » Bon, on a reçu comme ça 19 phrases. 19 phrases en allemand et en français. D'habitude, il reçoit tout en allemand, c'est l'allemand. Mais là, il y avait des Français invités, donc il y a eu des phrases en français. D'accord ? Et là, la meilleure, c'est que, juste avant de commencer, lui, il n'en a rien à foutre qu'on soit juif, musulman, chrétien, athée, c'est pas son problème, il fait de la recherche. C'est un physicien, au départ. Et il enregistre des appareils qu'il a créés lui-même. Et avant, il nous a dit, par sa femme qui elle parle français et tout, il m'a dit je vous laisse 2 minutes, chacun s'il veut faire sa prière, sa concentration, etc., appeler quelqu'un. Ben moi ma prière elle était simple, c'était pas une prière. Moi je me suis adressé à mon guide Gilles, j'ai dit Gilles, j'ai l'occasion, je t'ai jamais entendu, fais-moi un coucou. Fais-moi un coucou, d'accord ? Bon. Et parmi les phrases qu'on a entendues, d'un seul coup, j'ai cru entendre Gilles, mais j'ai bien entendu Christian. J'ai fait un coup de coude à mon épouse qui était à côté de moi, j'ai entendu, elle me dit oui, attends, parce que c'était en allemand quand même. D'accord. Et moi l'allemand, je connais que l'allemand de la grande vadrouille, donc ça limite quoi. Et d'un seul coup, j'ai demandé, on peut traduire les phrases une fois que c'était fini, hein. Il dit bien sûr. Alors j'ai dit la phrase où il y a Christian dedans. Alors la dame elle me dit, on ne comprend pas bien le premier mot. On comprend toute la suite, mais on ne comprend pas bien le premier mot. Je dis, c'est quoi le premier mot ? Elle me dit, Heal. Les Allemands ne prononcent pas le G. Ah oui. Donc, Heal, ça ne leur parle pas vraiment. Gilles, ça leur aurait parlé. Elle me dit, j'ai dit, Gilles, moi ça me parle, parce que c'est ça, Gilles, salut Christian. Les 3 premiers mots. D'accord. Moi, j'avais dit, fais-moi un coucou. Tu vois. Gilles, salut Christian. Et dans la suite, ça dit, nos rapports sont de plus en plus étroits. Bon, c'est tout, mais moi, je veux dire, ça m'a suffi. Hein. Ouais, ça m'a foutu un coup d'émotion. Avec ton petit coucou de Gilles. Parce que moi, Gilles, je l'entends pas, je le vois pas. Hein. Je reçois avec le pendule, je reçois des SMS. Hein, et c'est là où, moi, je trouve que c'est incroyable, ces recherches, si ça pouvait aboutir. Parce que, Et ce type-là, Hans-Otto Koenig, donc il fait depuis 40 ans, il arrive à 80 ans, hein. Depuis 40 ans, il est physicien. Il fabrique ses propres appareils. Il utilise des cristaux et il utilise des UV. Et j'ai vu, parce que j'ai fait une photo de ces appareils, il m'a dit oui, j'ai vu qu'il utilise la fréquence des UV 280. Et je me suis dit 280, c'est la hauteur de la grande pyramide, mais en coudé. Ouais, tu t'es dit, on a peut-être la bonne. Ouais, on a peut-être une piste sur la fréquence, ou la longueur d'onde a été assez une longueur d'onde. Ouais, donc ça serait fabuleux en fait si si des personnes... J'aimerais travailler avec ce type-là, mais manque de peau, lui il parle pas français, moi je parle pas allemand. Si des scientifiques pouvaient prendre tout ça à bras le corps et puis aller se pencher sur la fabrication de ces... Mais le problème avec la science maintenant, c'est qu'ils ne sont monopolisés que... ils sont devenus aussi dogmatiques que les religieux. C'est-à-dire, il y a le Big Bang, il n'y a pas autre chose, il n'y a rien à voir. Pourtant, les physiciens quantiques disent le contraire maintenant, ils ne disent plus du tout ça. Tu peux pas publier si tu n'es pas agréé par tes pairs, etc. Donc il faut que tu restes dans le moule. C'est ça. Dès que tu sors du moule, tu perds les budgets, tu perds les crédits. Bon.
etc. Donc c'est difficile, et c'est pour ça les rares scientifiques que je connais me disent à la retraite. À la retraite, oui, malheureusement. Il y en a beaucoup qui Ouais. attendent la retraite. Mais une fois qu'ils sont à la retraite, ils n'ont plus de budget non plus. Donc voilà. Si une caméra UV ça coûte vachement cher, moi ils me parlent d'en utiliser 2. Oui, c'est pas avec leur petite retraite qu'ils vont pouvoir voilà. se lancer dans la fabrication. Il va falloir qu'on fasse un Hello Asso. On va lancer un crowdfunding pour. C'est ça. Non, mais ça serait fabuleux si on arrivait à fabriquer une machine. Ils me disent d'attendre, ils m'envoient les gens. Mais j'ai dit oui, mais attends, moi j'approche de 70 ans, il serait temps de me les envoyer. Parce que... Comme on en a discuté en off, je pense que là-haut, le temps n'est pas du tout le. Il n'y a peut-être même pas de temps là-haut, donc 30 ans chez nous, mais ça peut. Ils ne subissent pas le temps comme nous, mais ils sont conscients de notre temps. Oui. Parce que c'est pour ça que moi, ils m'ont déjà parlé de mon passé, et ils m'ont parlé aussi de mon futur. Des choses qui se sont réalisées dans mon futur. Et donc, ils perçoivent notre temps, même s'ils ne le subissent pas. Donc, ils doivent savoir où ils vont. Oui. Mais ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps, et puis c'est pareil, c'est toujours pareil, le libre arbitre, on dit. Normalement, ce qui paraît que c'est une des règles principales, je veux dire, ils ne veulent pas intervenir sur notre vie incarnée, parce qu'on se l'est choisi, même si on ne le sait pas. Oui. Et il faut qu'on la vive. C'est dans notre intérêt à nous. Et ils ne peuvent pas venir donc ils veulent pas interférer avec nous et changer ce qu'on appelle le destin, quoi. Voilà. Et c'est vrai que tu m'avais expliqué aussi par rapport à la fabrication de ces fameuses caméras, il t'avait conseillé aussi d'utiliser un cristal. Oui. Et tu t'es rendu compte, en parlant avec une personne qui était assez spécialisée dans ce type de... Oui, j'avais visité un jour donc eux ils me disaient utilise un cristal. Voilà. Et j'avais visité le laboratoire scientifique de la police de Paris. Et c'était une femme qui dirigeait à l'époque, je te parle de ça il y a 25 ans, qui dirigeait à l'époque, et bon, on visite, puis à la fin, moi, juste avant de partir, je dis, il faut que je la glisse quand même. Je dis, excusez-moi madame, je peux vous poser une question un peu à part, mais est-ce que ça existe des caméras qui filment dans l'ultraviolet? Elle a été honnête, elle m'a dit, franchement, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir. Elle me dit, oui, on pourra en faire. Bon. Mais elle me dit, à condition d'utiliser un cristal, parce que le verre ne résisterait pas. Ah bon. Donc là, ils t'ont donné, voilà, ils te donnent les ingrédients, on valide les ingrédients. On valide. Une fois de plus. Et j'ai vu qu'effectivement, ils s'en servent des caméras ultraviolettes, mais pour pas grand-chose. Hein. Pour détecter des défauts sur des pièces d'usine, pour détecter des faux billets éventuellement. Donc ça existe, oui, ça existe déjà. Il suffirait juste de les modifier, de leur donner le problème, c'est la bonne fréquence ou longueur d'onde. Allié en plus à l'équipement que Hans Otto Koenig, justement lui au niveau de l'audio, a développé de son côté. Ouais. Comme je dis, on aurait un super... Je me suis aperçu surtout que... Alors, il utilise les UV pour nous faire je vais y arriver. Pour nous donner du son. Ah oui. Et je me suis aperçu qu'on utilise aussi l'infrarouge pour obtenir des images. Donc c'est marrant parce qu'on utilise souvent, dans l'armée, dans la science, ils utilisent des fréquences sonores pour donner des images, et ils utilisent des fréquences visuelles pour donner des sons. C'est quand même étonnant. Quand ils parlent d'inverse, tu vois quoi. Oui, inverse, c'est ça. Ouais, utiliser l'inverse. D'ailleurs l'inverse, avec 144 ça marche, parce que 144, l'inverse c'est 441. C'est un des rares nombres, 144 c'est 12 au carré. Mais 441 c'est 21 au carré. Et c'est l'inverse. Ouais, comme quoi, ouais. Il y a des trucs qui marchent aussi. Oui, il faut avoir cette façon de penser, d'inverser les choses. Comme on en parlait ensemble, imaginons un instant que en fait, nos yeux ne soient pas des caméras, mais soient en fait des projecteurs. Voilà, et notre cerveau analyse les images que projettent les yeux. Voilà. Exactement. Et notre cerveau n'est qu'un bout de conscience partielle. Tout le reste n'est pas là. Le reste est au-dessus. Le reste, c'est peut-être l'émetteur d'ailleurs. Oui, il sert d'émetteur, c'est ça. Bah écoute,
moi je trouve que après si on arrivait justement à fabriquer ces machines, il y a quelques médiums qui vont peut-être t'en vouloir. Parce que Ça, c'est pas grave. c'est pas grave. Mais oui, si on pouvait avoir, grâce à ce type d'appareil, la possibilité de prendre contact avec les personnes qui ont quitté notre matrice, je veux dire, ça changerait la face complète du monde. Ben oui, C'est là où où je trouve que c'est quand même extrêmement important ce que on t'a donné à creuser, à découvrir. C'est que là, on nous donne des clés pour... Mais des fois, je comprends pas, parce que je dis, pourquoi vous me l'avez donné à moi, j'ai pas les billes pour... Oui, mais peut-être que eux, tu sais, ça c'est leur façon de faire. Peut-être que donner toutes ces informations à un physicien, est-ce qu'il va vraiment en faire des bonnes choses? Oui. C'est Hans Otto Koenig, c'est sa crainte de donner ses appareils à des scientifiques, parce qu'il dit, j'ai peur que ce soit utilisé à de mauvaises fins. Et c'est très souvent comme ça, malheureusement. C'est vrai que toutes les recherches que font nos scientifiques de pointe, c'est à des fins militaires ou économiques. Exactement. Là-haut, ils m'ont dit que là, c'est une gamme de fréquences qu'on n'utilise pas d'habitude, parce qu'elle n'est pas rentable, ni militairement, ni économiquement. Donc elle n'est pas faite pour eux. Mais oui, moi je trouve que ça révolutionnerait complètement notre monde, quoi. On prendrait enfin conscience qu'il y a bien une vie après la mort. Ouais. Et en plus, on pourrait dialoguer avec les personnes qui sont de l'autre côté du voile. Et je pense que il n'y a pas que des papis, des mamies, des tatas, des tontons, il y a aussi des scientifiques là-haut et qui permettraient de faire avancer le schmilblick. Mais Hans Otto Koenig, justement, c'est encore un point. Le seul truc qu'on a de différent entre lui et moi, c'est que lui est scientifique, moi non. D'accord ? Il est un peu plus âgé, mais sinon on a le même parcours. C'est-à-dire lui aussi, il est arrivé de plus en plus vers l'ultraviolet, l'utilisation de cristaux, etc. Et moi j'y suis arrivé pareil, mais sans côté scientifique, quoi. Et comment lui a eu ses intuitions d'utiliser ces... Mais c'est pareil, très tôt il a posé des questions. D'accord. Et il a eu des réponses. En fin de compte, il travaille comme moi, et il travaille comme l'IFRES, Joël Uri à l'IFRES, c'est pareil. Il demande à ses guides quelle méthode utiliser pour... comment améliorer ses caméras, son système, etc. Et Hans Otto faisait de la même manière. Mais ça, c'est sa partie dont il parle peu, tu vois, réservé, il travaille tout seul dans son coin. Enfin, c'est un type qui se méfie, il a été 4 fois poursuivi pour soi-disant escroc, etc., qui trichait, quoi. C'est pour ça qu'il a quitté l'Allemagne. Il a gagné ses procès chaque fois, mais on le traitait comme comment on appelle ça, un prestidigitateur, qui ment aux gens. Il faisait... pas parce que ça dérangeait, tout simplement. Sans doute. Je pense. Sans doute. À partir du moment où des nouvelles découvertes dérangent, c'est très facile de mettre au placard ces découvreurs, quoi. En plus, tu m'avais expliqué, tu avais par déduction dans toutes ces recherches découvert des résultats d'équations, mais tu savais pas du tout à quoi ça correspondait. Et tu as fait voir ça à des scientifiques, et eux, ils ont dû te regarder avec des gros yeux ronds, parce qu'en fait... Le premier qui est venu chez moi, par exemple, je lui ai donné des rapports mathématiques que j'avais pris sur sa page internet. Il m'a dit, mais comment tu as trouvé ça? Parce que ça fait 15 ans que je cherche, moi je n'avais pas trouvé. Et lui, c'est son métier. Voilà, donc ça faisait 15 ans qu'il potassait le truc, il ne trouvait pas, et toi tu... Je lui ai dit, écoute, moi j'en sais rien, ça m'est venu comme ça. Ça t'est venu comme ça, et toi tu avais la réponse. Ouais. Voilà. Alors que tu n'es pas du tout scientifique, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont venus chez moi. Mais ils ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à trouver un matheux, un physicien. Et puis quand tu leur as expliqué que tu faisais ça avec le pendule, ils ont dit toi. Et voilà. Avec quoi tu travailles? J'ai montré ma calculatrice du collège, il me dit avec ça. Ouais, comme quoi on leur alloue des budgets extraordinaires. Et je te dis, le dernier, là, le physicien français à qui quelqu'un lui avait dit, quelqu'un qui le connaît, il avait écrit, il dit tu devrais jeter un œil sur les rapports mathématiques de Christian Cambois, qui me les envoie, mais j'ai pas que ça à faire, etc. Et puis donc j'y ai envoyé, il m'a répondu poliment, il m'a dit je promets de jeter un œil, je sais pas quand, etc. Mais bon, il m'a dit avec ses mots à lui plus polis, si c'est de la merde, je vous dirais que c'est de la merde, quoi. D'accord. Et aux surprises, le lendemain, il m'a envoyé un mail, le lendemain, où il m'appelait par mon prénom et il me tutoyait. Déjà, t'es rentré dans son estime. Ouais, il dit j'ai été vachement surpris par ce que tu m'as envoyé, etc. Bon, il a été surpris de la précision.
C'est-à-dire un matheux, si tu lui dis à un matheux pi égale 3, 14, 16, il dit c'est faux. Oui. Pi égale pi. Pi, c'est sans fin. C'est sans fin. J'ai dit à ce compte-là, t'as rien qui est rond. Oui. J'ai dit au Moyen-Âge, ils faisaient des tours circulaires pour que les boulets rebondissent au lieu de frapper fort, tu vois, etc. Bah, ils le faisaient avec pi égale 3, 14, et ça marchait, les boulets, ils partaient. Mais j'ai dit c'est faux, ils avaient faux les calculs, mais ça marche. Donc j'ai dit vous êtes dans les réels, dans le rêve, nous on est dans la vie incarnée. Et là, je veux dire, tous les rapports que j'ai trouvés entre constantes mathématiques et que j'ai donnés à ces savants, là, ils sont précis avec 4 chiffres après la virgule. Et moi j'avais reçu là-haut 4 chiffres après la virgule, c'est une précision suffisante pour une application au domaine des ondes. Effectivement, dès que tu pars du hertz, passer 1000, tu es en kilohertz. Donc tu vois, c'est que 3 chiffres après la virgule. Il n'y a pas besoin d'avoir 12 chiffres après la virgule. Mais avec cette précision de 4 décimales, ça me donne des rapports entre constantes que les matheux n'ont pas. Oui. Puisque eux, ils veulent être tellement précis. Ils cherchent tellement la précision qu'ils passent à côté. Voilà, ils passent à côté. C'est ça. Je voulais te demander, pour en revenir à cette grande pyramide, moi c'est un sujet qui me passionne, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce monument ? Moi je pense qu'on n'a pas capté sa signification première. Je pense que c'est plutôt une base de connaissances. Et justement, moi je pense de plus en plus à son rapport aux ondes parce que, il a la forme d'un cristal. Le cristal est utilisé en optique pour diffracter la lumière, effracter la lumière, la découper, etc. Donc je pense que, moi je crois pas à Khéops. Cette histoire de tombeau, c'est... Non. Ils ont trouvé aucune momie dans aucune de la centaine de pyramides qu'il y a là-bas, donc j'y crois pas. Je suis plus proche de la révélation des pyramides, le film, qui tenait pas vraiment les réponses, mais qui faisait le constat, quoi. Je veux dire, il y a autre chose qu'un tombeau, quoi. Je veux dire, pour un tombeau, on n'avait pas besoin de ça. Et quel intérêt d'inclure dans un tombeau autant de données mathématiques, géométriques, genre, on voit pas le rapport. En plus, quand on te dit que la grande c'est le tombeau de Khéops, que la deuxième c'est le tombeau de Képhrène, son fils, la troisième c'est Mykérinos, le petit-fils, etc. Si c'est ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun rapport entre les trois. Pourtant, moi, des rapports mathématiques entre les trois, j'en ai trouvé. Et j'en ai un qui est hyper parlant entre la première et la deuxième. Pourtant, elles sont proches en taille. Oui, Képhrène légèrement plus petite. Voilà, une pyramide, en géométrie, tu n'as besoin que de 2 valeurs pour pouvoir la connaître complètement. C'est la hauteur et le côté. Si tu connais ça, tu peux mesurer toutes les arêtes, tous les angles, les surfaces, les volumes, etc. D'accord ? Et bien tu prends Khéops, tu prends la hauteur plus le côté, et ça te donne 720 coudées. Comme par hasard 2 fois 360, tu vois, pour le cercle. 720 coudées en hectomètres. Écoute bien, ça fait 3,7699 hectomètres. J'ai arrondi à 377, mais le chiffre c'est 3,7699. Maintenant tu prends la pyramide de Képhrène. Tu prends son carré de base, tu prends le cercle. Pareil, on sait le mesurer. Le cercle inscrit dans ce carré. Le cercle inscrit. Là, tu le divises par l'apotème. Donc c'est pas l'arête, c'est de la pointe au milieu du côté. D'accord ? Donc encore 2 simples valeurs. Là, divisé par ça. Et tu retombes sur 3,7699. Le même chiffre. Exactement, 4 chiffres après la virgule. 3,7699, c'est pi au carré sur phi au carré. Incroyable. D'accord. Ça lance la garde. Donc, un grand merci à toi, Christian, d'avoir accepté. Et tu sais, je continue. Oui, c'est ça. Je suis persuadé. Non, et puis il y a des choses à trouver encore. Quand on a mis le doigt dans le grenage, après, c'est parti. Et puis, je pense. Donc, Gilles te donne toujours des Gilles me donne toujours en ce moment, depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'il cherche à m'expliquer davantage ce que j'avais pas compris qu'il m'avait donné il y a 25 ans. Quoi. Mais bon. Et ça va venir. Mais des fois je l'envoie bouillir, parce que ça fait longtemps quand même que je
Je voudrais bien avoir un résultat, quoi. Bah écoute, peut-être que la vidéo qu'on a fait aujourd'hui, un scientifique qui osera se mouiller, se jeter dans le bain, et puis acceptera de se renseigner sur tout ce dont nous avons parlé là depuis une heure, et puis de se pencher sérieusement sur ce que tu as découvert, parce que moi je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ça va peut-être paraître pompeux ce que je dis, mais ça peut changer la face du monde. Voilà. Et puis en plus on trouve des réponses sur d'autres domaines, tels que par exemple la Grande Pyramide, voilà, qui accrédite le fait que ce ne soit pas un tombeau. Donc moi je te remercie grandement, Christian, d'avoir accepté mon invitation. Et puis Plaisir. tu es le bienvenu, la porte est grande ouverte pour nous partager de nouvelles découvertes, et puis aussi savoir si justement des scientifiques acceptent de te suivre. Et puis si un jour tu arrives à fabriquer cette machine, j'aimerais bien l'essayer avec Il toi. va falloir que j'apprenne à souder d'abord. Je peux te donner des cours si tu veux. Ok. Merci Jérôme.